Pendant une grande partie de l'après-guerre, l'Allemagne a consolidé sa position de pièce maîtresse de l'économie européenne. Sa transformation d'un pays dévasté par la Seconde Guerre mondiale à la première puissance exportatrice du continent n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'une combinaison de disciplines industrielles, de planification stratégique et d'une culture d'entreprise qui a transformé la précision technique en une marque mondiale. Il ne s'agissait pas seulement de produire plus que les autres, mais de produire mieux. Le Made in Germany est devenu synonyme de confiance, de fiabilité et d'excellence. Automobiles, machines lourdes, produits chimiques, équipements médicaux, tout provenait de la locomotive allemande, avec une empreinte que peu de concurrents pouvaient n'égaler. Partie 1. Le mythe du géant, de la puissance exportatrice au début du déclin. Ce succès reposait sur un modèle qui semblait inébranlable. L'industrie automobile, portée par des marques comme Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz et Audi, est devenue la référence de l'identité nationale. Ces constructeurs ne se contentaient pas de vendre des voitures, ils exportaient. Un sentiment de progrès, de qualité de vie et de leadership technologique. L'ingénierie allemande est devenue une valeur immatérielle, transcendant les produits et ancrée dans l'imaginaire mondial comme une garantie de supériorité technique. Autour de cette industrie, un réseau complexe de fournisseurs, d'universités techniques, d'instituts de recherche et de banques prêtes à financer l'innovation s'est développé. Le célèbre Mittelstand, ce groupe d'entreprises familiales de taille moyenne spécialisées dans des niches très spécifiques, a complété cette structure par sa flexibilité, sa résilience et son adaptabilité. Le résultat fut spectaculaire. À partir des années 1980 et surtout après la réunification de 1990, l'Allemagne a accumulé des excédents commerciaux historiques. Sa balance extérieure est devenue une source de stabilité non seulement pour ses finances publiques, mais aussi pour l'ensemble du projet européen. L'euro, conçu selon des paramètres reflétant les intérêts allemands, maîtrise de l'inflation, discipline budgétaire, indépendance de la Banque centrale, a encore consolidé ce rôle. Alors que de nombreux pays européens s'endettaient, l'Allemagne accumulait des réserves, générait des excédents et maintenait un chômage relativement bas. Le Wirtschaftswunder, le miracle économique, semblait sans date d'expiration. Cependant, tout modèle, aussi performant soit-il, comporte en lui-même des éléments de vulnérabilité. Dans le cas allemand, la dépendance excessive aux exportations s'est transformée en arme à double tranchant. Ce qui, pendant des décennies, constituait un avantage stratégique, a commencé à se transformer en fragilité à mesure que la mondialisation a modifié les règles du jeu. L'émergence de la Chine comme puissance industrielle et technologique a réduit la position dominante de l'Allemagne dans des secteurs clés. Au cours des années 2000 et 2010, tandis que Berlin affichait des excédents records, Pékin a développé une structure productive offrant des alternatives moins coûteuses et progressivement plus avancées. Les machines allemandes, auparavant irremplaçables, ont trouvé des concurrents prêts à offrir des performances similaires à moindre coût. L'automobile, source de fierté nationale, est devenue le symbole d'une crise latente. La transition vers les voitures électriques a pris l'industrie allemande de court. Tandis que Tesla a explosé et que la Chine développait des géants comme BYD, les marques allemandes semblaient ancrées dans un modèle à moteur à combustion qui avait fait leur plus grand triomphe, mais qui devenait désormais obsolète. Le scandale du Dieselgate en 2015, lorsque Volkswagen a été accusé de manipuler les émissions de ses véhicules, a profondément terni l'image internationale d'un secteur, qui se présentait comme le plus éthique et le plus transparent. La combinaison d'une mauvaise presse, de réglementations environnementales de plus en plus strictes et du retard d'adaptation à l'électrification a clairement montré que le géant de l'automobile ne dictait plus les tendances, mais cherchait plutôt à les rattraper. La transition énergétique, impulsée par l'Allemagne elle-même avec le plan Energiewende, a également révélé ses contradictions. La décision de sortir progressivement du nucléaire après l'accident de Fukushima en 2011 et de réduire sa dépendance au charbon a contraint le pays à accroître sa consommation de gaz naturel comme source d'énergie de transition. Cette décision stratégique a eu une conséquence inattendue. Elle a rendu l'Allemagne dépendante du gaz russe à une échelle qui s'est finalement avérée intenable. Pendant des années, cette interdépendance a été justifiée par l'idée que les échanges commerciaux stabiliseraient les relations politiques avec Moscou. Cependant, l'invasion de l'Ukraine en 2022 a transformé cette stratégie en un fardeau monumental. Les prix de l'énergie ont flambé, l'industrie lourde a perdu en compétitivité, et de nombreuses usines ont réduit leur production ou l'ont délocalisée à l'étranger. À cette fragilité énergétique s'est ajoutée l'inflation mondiale, accélérée par la guerre en Europe et par les perturbations des chaînes d'approvisionnement consécutives à la pandémie. L'Allemagne, qui avait bâti sa réputation sur la stabilité monétaire et la discipline inflationniste,
s'est soudainement retrouvé piégé dans un scénario de prix incontrôlé et de salaires déprimés. Le consommateur allemand, traditionnellement prudent et économe, commença à souffrir visiblement. Son pouvoir d'achat diminua, le coût du logement augmenta, et un sentiment de déclin s'insinua dans la vie quotidienne. Dans ce contexte, les failles du modèle devinrent visibles. Les petites et moyennes entreprises, dépendantes d'une énergie bon marché et de marchés ouverts, se retrouvèrent avec des marges de plus en plus étroites. Le tissu industriel du pays, fondé sur l'exportation de biens à forte valeur ajoutée, se trouva confronté à un environnement mondial où la concurrence était féroce et l'avantage technologique n'était plus assuré. Même sur la scène politique, les partis traditionnels peinèrent à proposer des réponses convaincantes. Le consensus qui avait soutenu la stabilité allemande, une alliance tacite entre chefs d'entreprise, syndicats et gouvernement, se fissura face à de nouveaux défis. Le récit du géant invincible commença à s'effriter. Ce qui semblait être un modèle à l'abri des turbulences extérieures révéla sa vulnérabilité. L'Allemagne, perçue pendant des années comme un havre de stabilité en Europe, a commencé à montrer des fissures que les chiffres macroéconomiques ne pouvaient démasquer. Le miracle économique n'a pas disparu du jour au lendemain, mais il a commencé à être perçu comme un phénomène qui avait peut-être déjà atteint son apogée. Le contraste est flagrant. De moteur incontesté de l'Europe, l'Allemagne est devenue un pays luttant pour maintenir sa compétitivité, confronté à des défis structurels et ne pouvant plus s'appuyer uniquement sur les piliers qui avaient assuré son leadership pendant des décennies. Le déclin n'est ni brutal ni spectaculaire, mais profond et durable. C'est la lente érosion d'un géant qui, habitué à envisager l'avenir avec confiance, observe désormais son présent avec incertitude. La première partie de ce récit se conclut par une idée troublante. Le modèle allemand, tant admiré et envié, n'était pas aussi incassable qu'il le paraissait. Les signes d'usure étaient là, invisibles pour beaucoup, ignorés par d'autres, mais présents dans chaque décision qui rendait le pays dépendant de facteurs indépendants de sa volonté. Et ces fissures, lorsqu'elles sont devenues visibles, ont marqué le début d'une nouvelle ère où le mythe du géant a commencé à s'estomper. Ce qui semblait un modèle indestructible a commencé à montrer des fissures invisibles. Et ces fissures nous amènent à une question inévitable. Comment la société allemande a-t-elle réagi face à ce début de déclin? Ne bougez pas, nous continuons. Partie 2. Le choc interne, migration, inégalité et fracture sociale. Si le premier défi majeur auquel l'Allemagne a été confrontée au XXIe siècle était économique, le second était interne et profondément social. La force du modèle exportateur a pu soutenir les statistiques de croissance, mais il s'est avéré incapable de répondre seul aux tensions culturelles, démographiques et politiques qui ont émergé à l'intérieur de ses frontières. La crise de confiance dans le projet national a commencé à couver bien avant d'être visible dans les urnes et trouve ses racines dans un phénomène qui a changé à jamais le paysage humain du pays, les migrations de masse. L'année 2015 a marqué un tournant. Sous la direction d'Angela Merkel, l'Allemagne a ouvert ses portes à plus d'1 million de réfugiés, principalement originaires de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak. Cette décision a été présentée comme un geste humanitaire, répondant à la fois à la crise de la guerre et aux valeurs fondatrices de l'Union européenne. Le célèbre slogan de Merkel, Wir schaffen dies, nous pouvons le faire, résumait l'optimisme de ceux qui pensaient que le pays avait la capacité institutionnelle, économique et morale d'intégrer cette vague massive de nouveaux arrivants. Pendant des semaines, les images de citoyens accueillant les réfugiés avec des fleurs et des applaudissements dans les gares ont fait le tour du monde, symbole d'une Europe ouverte, solidaire et progressiste. Cependant, la réalité quotidienne révélait des nuances bien plus complexes. L'Allemagne était déjà un pays d'expérience en matière d'immigration. Depuis les années 1960, elle avait accueilli des millions de Gastarbeiter, des travailleurs immigrés, principalement originaires de Turquie, d'Italie et des Balkans. Mais le phénomène de 2015 était différent par son ampleur, son origine et son contexte. Nombre de ces nouveaux arrivants manquaient de formation professionnelle à la hauteur des exigences de l'économie allemande, l'acquisition de la langue était lente et l'intégration sociale nécessitait des ressources colossales pour l'éducation, le logement et l'aide. Soudain, le discours du «oui, nous pouvons» a commencé à se heurter à la rigueur de la mise en œuvre concrète. Les municipalités, chargées d'absorber la majeure partie de la pression, ont dénoncé le manque d'infrastructures pour loger un si grand nombre de personnes. Dans certaines villes, les gymnases scolaires ont été transformés en abris de fortune. Les listes d'attente pour les logements sociaux se sont envolées et les services de santé ont été débordés. Parallèlement, des tensions sont apparues sur le marché du travail. Si à long terme, les migrants étaient censés contribuer à la main-d'œuvre d'une société vieillissante, à court terme, ils étaient vite perçus comme une concurrence déloyale pour les emplois peu qualifiés.
pour les secteurs les plus vulnérables de la population allemande, travailleurs à bas salaire, chômeurs de longue durée et habitants des régions moins développées, l'afflux massif de réfugiés ne représentait pas un acte de solidarité, mais une menace directe pour leurs perspectives déjà limitées. Dans ce terreau fertile, des discours critiques ont émergé, se transformant progressivement en mouvements politiques organisés. L'alternative pour l'Allemagne, AfD, parti fondé en 2013 avec une position initialement eurosceptique, a trouvé dans la crise migratoire un terrain fertile pour multiplier ses soutiens. La peur du changement culturel, le sentiment d'insécurité et le sentiment d'abandon par les élites politiques ont alimenté un discours devenu un étendard de protestation. Ce qui, à ses débuts, était perçu comme un phénomène marginal dans la politique allemande, s'est consolidé comme une force capable de défier les grands partis traditionnels, notamment à l'Est. La fracture territoriale s'est alors devenue plus évidente. 3 décennies après la réunification, le fossé entre l'ex-RDA et la RFA restait profond. Les Länder de l'Est affichèrent des salaires plus bas, des infrastructures moins développées et une structure économique plus fragile. La promesse de convergence évoquée en 1990 ne s'est jamais pleinement concrétisée. L'immigration, loin de guérir ces deux blessures, l'a amplifiée. Alors que dans les grandes villes occidentales comme Munich, Francfort et Hambourg, l'intégration, bien que difficile, semblait plus aisée grâce à la prospérité économique, dans les villes plus petites de l'Est, l'arrivée de réfugiés était perçue comme un fardeau supplémentaire pour des communautés déjà marginalisées. Les statistiques reflètent cette divergence. Bien que l'Allemagne dans son ensemble maintienne un niveau de vie élevé, les inégalités régionales sont visibles. Le PIB par habitant de la Bavière et du Bade-Wurtemberg dépasse largement celui de la Saxe-Anhalt et du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Le taux de chômage présente également des contrastes importants, et l'accès aux services publics, tels que les transports et l'éducation, est perçu comme inégal. Cette dualité interne alimente un ressentiment qui va au-delà de l'économique. Il s'agit d'une question d'identité. Pour de nombreux habitants de l'Est, la réunification était moins une intégration entre égaux qu'une absorption sous les règles de l'Ouest. La migration, dans ce contexte, est interprétée comme un nouveau chapitre de décisions imposées depuis Berlin sans tenir compte des spécificités locales. À ce fossé géographique s'ajoutent les inégalités générationnelles. Les nouvelles générations urbaines, cosmopolites et numérisées, cohabitant avec des segments de la population vieillissante qui perçoivent les changements rapides avec suspicion. Dans des villes comme Berlin ou Cologne, la diversité culturelle est intégrée au quotidien. Dans les petites villes, en revanche, toute rupture du tissu social traditionnel engendre un sentiment de menace. Ce contraste est exploité par les partis populistes qui voient dans l'opposition à l'immigration un catalyseur de frustrations accumulées, la précarité de l'emploi, le manque de logements abordables et la hausse du coût de la vie. Le logement est en effet un autre des déclencheurs les plus visibles de cette fracture. Le marché immobilier allemand, stable et relativement abordable depuis des années, est entré dans une phase de tension croissante. L'arrivée des migrants a coïncidé avec un processus d'urbanisation accéléré et une pénurie structurelle de logements neufs. Il en a résulté une hausse soutenue des loyers, notamment dans les grandes villes. Les familles de la classe moyenne, qui pendant des décennies considéraient la location comme une option abordable, se sont soudainement retrouvées confrontées à des prix qui engloutissaient une part disproportionnée de leurs revenus. Le mécontentement n'est pas tant dirigé contre les nouveaux arrivants que contre un système politique incapable d'apporter des solutions à un problème qui touche aussi bien les autochtones que les migrants. Mais inévitablement, la perception d'une concurrence pour des ressources rares renforce le discours de division. Le conflit interne ne se limite pas à l'économie ou au social, il est aussi culturel. L'Allemagne, qui a été définie pendant des décennies par une identité relativement homogène, est aujourd'hui confrontée à la réalité d'une société multiculturelle où cohabitent différentes religions, coutumes et langues. Pour certains, cette diversité est une source de richesse. Pour d'autres, elle constitue une menace pour la cohésion nationale. Le débat sur l'islam, par exemple, est devenu un champ de bataille politique. Alors que les partisans de l'intégration en appellent à la liberté religieuse et au pluralisme, les critiques mettent en garde contre une prétendue islamisation du pays. Bien que les statistiques montrent que la majorité des musulmans en Allemagne mènent une vie pleinement intégrée, le poids des stéréotypes et certains incidents isolés alimentent un discours polarisant. Dans ce contexte, les partis traditionnels ont perdu du terrain, la CDU et le SPD, qui ont dominé la politique allemande pendant des décennies avec de solides majorités, sont confrontés à un paysage fragmenté dans lequel leur capacité à former des gouvernements stables dépend d'eux. Coalition complexe. La politique du consensus, qui était l'un des piliers de la stabilité allemande, s'est transformée en une négociation constante entre des forces de plus en plus divergentes dans leurs priorités.
La montée en puissance des Verts comme parti pertinent reflète de nouvelles sensibilités urbaines et environnementales, mais contribue également au sentiment d'absence d'orientation commune au sein du pays. En résumé, la fracture sociale allemande résulte de multiples tensions qui se chevauchent, économiques, régionales, culturelles et politiques. Il ne s'agit pas seulement de l'afflux de migrants ou des inégalités entre l'Est et l'Ouest, mais de l'accumulation de défis qui remettent en cause l'idée d'une nation unie et confiante en son avenir. Le contraste entre le récit officiel, celui d'un pays solidaire, innovant et stable, et la perception d'une grande partie de la population, celle de l'abandon, de l'insécurité et de la perte d'identité, constitue le cœur de ce conflit interne. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un débat sur la capacité d'intégration s'est transformé en un miroir, reflétant toutes les fractures latentes de la société allemande. Et ce miroir renvoie une image inconfortable, celle d'un pays qui, tout en luttant pour maintenir son rôle de leader économique, doit simultanément faire face à l'érosion de sa cohésion interne. La fracture interne a non seulement transformé la politique allemande, mais a également reconfiguré la confiance en son avenir. Mais le véritable défi reste à venir. Que se passe-t-il lorsque le géant européen s'égare au cœur d'une tempête mondiale? Ne clignez pas des yeux, nous vous suivrons. Partie 3. Un avenir incertain. Politique fracturée et dilemmes européens. L'histoire récente de l'Allemagne témoigne d'un changement brutal dans la perception de son rôle, tant en Europe que sur la scène internationale. Cette même nation, qui pendant des décennies a été considérée comme un ancrage de stabilité politique et un modèle de prévisibilité économique, traverse aujourd'hui un processus d'incertitude qui menace de reconfigurer son identité. Le géant allemand, qui semblait invulnérable, a commencé à vaciller, et lorsque le pays le plus peuplé et le plus puissant de l'Union européenne vacille, les répercussions transcendent ses frontières. La situation économique immédiate est claire. L'Allemagne est entrée en récession technique à 2 reprises consécutives, un signe inquiétant pour n'importe quel pays, mais alarmant dans le cas allemand, car ses performances servent de thermomètre pour l'ensemble de la zone euro. Le déclin de la production industrielle, conjugué à l'affaiblissement des exportations et à la perte de compétitivité énergétique, place le pays en terrain inconnu. Pour la première fois depuis longtemps, le discours sur la locomotive sonne creux. La croissance économique a ralenti à des niveaux contrastants avec son passé, et le sentiment de déclin imprègne le discours public, les statistiques officielles et l'opinion publique. Le marché immobilier symbolise cette situation. Pendant des années, l'Allemagne s'est enorgueillie d'avoir un système immobilier moins spéculatif que celui de ses voisins. Contrairement à l'Espagne ou à l'Irlande, elle n'a pas connu de bulle spéculative massive au cours de la première décennie du XXIe siècle. Cependant, cette apparente stabilité masquait un déficit structurel, le manque de nouvelles constructions dans un contexte d'urbanisation croissante. L'arrivée de migrants, la croissance des villes et les restrictions sur les terrains constructibles ont créé un cocktail explosif. Aujourd'hui, dans des villes comme Berlin, Munich et Hambourg, les loyers ont atteint des niveaux sans précédent et des milliers de personnes consacrent plus de la moitié de leurs revenus au logement. Pour une société qui avait fait de la location un système relativement abordable, ce changement représente un séisme. Le logement, qui devrait être un droit fondamental, est devenu le symbole le plus tangible de la fracture entre promesses politiques et réalité quotidienne. La politique reflète et amplifie ces tensions. Le système allemand, fondé sur les coalitions, a été pendant des décennies un modèle de stabilité. Le consensus était la norme et les grands partis faisaient des barrages aux extrêmes. Cette logique s'effondre. La CDU et le SPD ne parviennent plus à obtenir des majorités suffisantes et leur capacité à forger des alliances est de plus en plus fragmentée. Les Verts ont gagné en puissance dans les villes et auprès des jeunes générations, mais leur programme climatique suscite des résistances dans les secteurs industriels et ruraux. Le FDP, défenseur du libéralisme économique, est confronté au paradoxe de réclamer moins de régulation alors que la population exige des solutions concrètes de l'État. Dans le même temps, l'AfD se développe avec un discours qui combine euroscepticisme, nationalisme et rejet total de l'immigration. La montée en puissance de l'AfD est particulièrement inquiétante pour l'establishment allemand, non seulement parce qu'elle remet en cause le consensus européen qui a défini la politique étrangère de Berlin depuis les années 1950, mais aussi parce qu'elle remet en cause la mémoire historique même de la nation. L'Allemagne a construit son identité démocratique sur le principe du plus jamais ça, après la Seconde Guerre mondiale, avec un système conçu pour isoler les extrémistes. Le fait que, 8 décennies plus tard, un parti d'extrême droite obtienne des pourcentages significatifs dans les sondages et les élections régionales pose un défi non seulement électoral, mais existentiel. L'érosion de la confiance envers les partis traditionnels se reflète dans les sondages qui révèlent un profond mécontentement envers la classe politique. Le sentiment que Berlin ne dispose plus de réponses efficaces à l'inflation, à la crise énergétique ou à la pression migratoire
alimente le désenchantement des citoyens. Le pacte social qui garantissait la stabilité, emploi relativement sûr, services publics solides, sentiment d'ascension sociale, ne fonctionne plus avec la même force. Au lieu de cela, un sentiment de stagnation, d'incertitude quant à l'avenir et la peur de perdre les acquis se sont installés. Ce climat interne a des conséquences inévitables pour l'Union européenne. Depuis la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, l'Allemagne est le moteur politique et économique du projet européen. Son poids financier a soutenu les plans de sauvetage pendant la crise de l'euro. Sa diplomatie a été essentielle à l'expansion vers l'Est. Son leadership a été essentiel dans les négociations avec la Russie et dans la réponse à la pandémie. Mais un pays préoccupé par ses fractures internes est un pays dont la capacité à diriger à l'extérieur était moindre. La perte d'initiative de l'Allemagne à Bruxelles se traduit par un vide de pouvoir que la France seule ne peut combler, et que d'autres pays exploitent pour remettre en question les règles du jeu. L'un des dilemmes les plus sensibles est celui de la politique énergétique et climatique. L'Allemagne se voulait pionnière dans la transition verte, mais sa dépendance au charbon, en temps de crise, et le coût de l'électricité ont affaibli son autorité morale à Bruxelles. Les pays d'Europe de l'Est, plus réticents à abandonner les énergies fossiles, utilisent l'exemple allemand pour remettre en question la viabilité des projets européens. Parallèlement, l'absence de stratégie claire concernant l'hydrogène, le nucléaire et les investissements dans les énergies renouvelables suscite des doutes quant au rôle de l'Allemagne dans la course technologique du futur. La faiblesse allemande est également source d'inquiétude, la défense et la politique étrangère. Berlin, traditionnellement réticent à toute intervention militaire active, a été contraint de changer de position après l'invasion de l'Ukraine. Le chancelier Olaf Scholz a proclamé une Zeitenwende, un changement d'air impliquant une augmentation des dépenses militaires et une prise de responsabilité internationale accrue. Mais la mise en œuvre a été lente et incohérente. Alors que la Pologne et les pays baltes exigent de la fermeté face à Moscou, l'Allemagne semble hésitante, prise entre sa dépendance énergétique passée et la crainte d'une escalade. Il en résulte un affaiblissement de la cohésion européenne face à un conflit qui façonne la géopolitique du continent. La question inévitable est de savoir si l'Allemagne sera capable de se réinventer ou si le prétendu miracle économique appartient désormais définitivement au passé. Les partisans de l'optimisme affirment que la nation conserve des atouts notables, un système éducatif robuste, des universités techniques prestigieuses, une culture industrielle valorisant la qualité et l'innovation, et une place centrale au cœur de l'Europe. Les pessimistes, quant à eux, soulignent que ces atouts ne suffisent plus dans un monde où la rapidité des transformations technologiques favorise des acteurs plus flexibles, comme la Chine et les États-Unis. À ce stade, le débat n'est plus seulement économique ou politique, mais existentiel. Que signifie être l'Allemagne au XXIe siècle? Un pays qui s'est défini par sa capacité à exporter stabilité et prospérité, peut-il accepter d'être désormais perçu comme une source d'incertitude? Peut-il réinventer son modèle sans trahir ses fondements? L'Allemagne est à la croisée des chemins depuis la réunification. Se réinventer ou accepter le déclin? Parviendra-t-elle à écrire un nouveau miracle économique ou restera-t-elle prisonnière de son propre passé? Si cela vous a fait réfléchir, aimez-le, abonnez-vous et rejoignez-nous dans les prochaines vidéos pour découvrir d'autres clés cachées de notre monde.